Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez. Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre plateau de JDM TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne évaluation de résultats scolaires avec Monsieur Clovis Mupeke. Il a des diplômes universitaires, non seulement en philosophie, mais aussi en théologie. Il est chevronné de l'enseignement. Il a un master en sciences de l'éducation et spécialisé sur la petite enfance. Il assiste aussi plusieurs professeurs au niveau de l'université, mais aujourd'hui, nous le recevons en qualité de chercheur. Et sans plus tarder, je lui donne déjà la parole en lui disant « Bonjour Monsieur Clovis Mupeke et bienvenue dans notre plateau de JDM TV. » Bonjour Madame la journaliste. Monsieur Clovis, nous parlons de la bonne évaluation des résultats scolaires. Mais avant tout, nous voulons savoir comment définissez-vous l'évaluation? Merci beaucoup, mais avant tout, je voudrais d'abord dire que je ne serai pas à la hauteur de tout ce qui vient d'être dit et d'emblée je demande pardon et je ne saurais jamais commencer cette émission sans remercier cette chaîne JDM TV qui m'accueille et qui s'investit dans la promotion de l'éducation. Je remercie également toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Leurs remarques sont les bienvenues. En effet, la thématique de cette réflexion est la bonne évaluation des résultats scolaires. Un des facteurs d'amélioration de la qualité de l'enseignement ici chez nous en RDC. Est-ce que vous pouvez définir l'évaluation? Vous avez dit que c'est l'un des facteurs, tout ça pour améliorer l'enseignement. Nous parlons de la bonne évaluation. Quand on parle de la bonne, est-ce qu'il y a aussi une mauvaise évaluation? Écoutez, avant de définir ces concepts, je voudrais d'abord, avec votre permission, faire un petit commentaire sur l'évaluation. Actuellement, l'évaluation regorge beaucoup de matières et quant à nous, nous restons plus sur l'évaluation des résultats scolaires parce qu'au sein de l'évaluation, on peut parler soit de la composition, on peut parler soit de la correction, on peut aussi parler soit de la surveillance, mais nous on reste plus sur l'aspect les résultats scolaires. Ok? Est-ce qu'il y a encore à ajouter par rapport à ça? Oui, quant aux résultats scolaires, on peut parler de bonne évaluation comme de mauvaise évaluation. Il y a aussi des conséquences pour les bonnes et les mauvaises évaluations. Bon. Si vous pouvez parler en quelques mots de la mauvaise évaluation et de ses conséquences, des causes aussi s'il y en a. Bon, notez d'abord en passant que quand un enseignant est dans une salle de classe, il joue pratiquement 3 rôles. Il est là en train d'enseigner, enseigner c'est transmettre les matières, il est là en train d'administrer. Pendant l'administration, il y a quelques documents administratifs qu'il tient, notamment le registre à l'appel et il y a aussi l'inventaire des matériels et des mobiliers. Mais il est là aussi en train d'évaluer. L'évaluer, ça veut dire porter un jugement sur son action pédagogique et sur ses élèves, sur l'acquisition des matières. Donc, l'évaluation est l'outil de l'enseignement car elle permet l'amélioration de la qualité de l'enseignement, voire son efficacité. La bonne évaluation des résultats scolaires est celle qui reflète le vrai niveau de l'élève, de l'apprenant. Mais pour y arriver, il faudrait que les notes que l'élève reçoit aux interrogations, aux épreuves, aux examens, surtout dans le bulletin, puissent être objectives, neutres, valides,
légitime, sensible et honnête. La correction et la composition des épreuves doivent respecter certains principes pédagogiques. Face à ceci, un constat malheureux est fait. La plupart des enseignants ne savent pas évaluer les résultats scolaires de leurs apprenants. Ils attribuent des notes et au finish, il y a de la subjectivité dans les résultats. D'où cette situation pose de sérieux problèmes. Alors là, nous sommes dans la mauvaise évaluation de résultats scolaires. Alors, quelles sont les causes, si je peux juste vous devancer, quelles sont les causes de la mauvaise évaluation scolaire, de résultats scolaires? Bon, je disais d'abord que la bonne évaluation est celle qui reflète le vrai niveau de l'apprenant. La mauvaise évaluation, c'est le contraire. Mais quelles sont les causes? Les causes, c'est le manque d'information. Le manque d'information. Les enseignants ne sont pas informés, ils ne sont pas aussi formés. Il y a peu de formation dans ce sens-là. Parce que nous savons que ce sont les inspecteurs qui sont censés former les enseignants. Leur rôle, c'est aussi de former. Mais jusqu'à présent, à moins que j'oublie, mais je vois que les formations qui sont prévues au niveau de l'inspection vont plus dans le sens des enseignements et non dans le sens de l'évaluation. Donc les causes, comme je disais, c'est le manque d'information et manque d'information. Il faut organiser des formations et informer les enseignants sur l'évaluation. Il y a des principes établis pour évaluer ou cela dépend d'une personne à une autre? Bon, juste normalement, il y a des principes déjà établis pour évaluer. Par exemple, quand un enfant est malade, n'a pas participé aux interrogations, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a déjà des principes. Les principes disent qu'il faut lui donner quand même les 6 dixièmes. Malheureusement, par manque d'information, vous allez constater sur le terrain que chaque enseignant essaie d'évaluer à sa manière. Soit on dit il est non coté. Soit il est non coté, soit bon, ça dépend des tempéraments de l'enseignant. Soit on peut lui donner plus, soit moins. Tout dépendant du tempérament de l'enseignant. Là, on tape directement à côté. Monsieur Clovis, nous avançons. Une autre question. Dans le processus de l'enseignement-apprentissage, qui peut recevoir la formation sur l'évaluation de résultats scolaires? Ne peut recevoir la formation sur l'évaluation scolaire. D'abord, ce sont les inspecteurs, parce qu'eux aussi sont les évaluateurs. Nous avons les enseignants assis et les enseignants debout. Les enseignants assis, ce sont ceux qui sont dans les salles de classe, qui transmettent la matière. Quant à ceux qui sont assis plutôt, sont les enseignants, plutôt les administratifs, et qui viennent contrôler les enseignants debout. Ils doivent aussi recevoir la formation sur l'évaluation. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi penser aux étudiants et aux élèves qui suivent les options pédagogiques. Voilà. Alors, quand vous parlez des enseignants assis, est-ce que vous pouvez expliciter, parce qu'on ne sait pas, nous ne sommes pas des pédagogues? Un enseignant assis, comme je disais, ce sont les administratifs. Là, nous voyons les directeurs, comment on appelle ça, les directeurs adjoints, les conseillers pédagogiques. Ce sont ceux-là qu'on appelle les enseignants assis. Ils sont là pour travailler dans l'administration, mais ils sont aussi censés connaître l'évaluation, parce qu'au finish, quand les enseignants finissent avec l'évaluation, c'est à eux qu'on dépose les bulletins, tous ces résultats-là. Alors, ils doivent aussi être outillés sur l'évaluation. Alors, sur quoi repose, en soit, doit porter cette formation sur l'évaluation? La formation sur l'évaluation, madame, doit porter sur comment formuler les questions, parce que jusque-là, il y a des enseignants qui ne savent pas les principes de formulation des questions, qu'on appelle la questiologie, et ça doit aussi porter sur comment corriger la correction, aussi comment, par exemple, dans les cas où il y a des leçons, n'est-ce pas, que les enfants n'ont pas apprises, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, le cas de Lingala, dans notre contexte. Vous allez voir que dans les bulletins, on a mentionné des cours de langue nationale et Lingala. Mais malheureusement, ces cours-là ne se donnent pas. Surtout dans des écoles privées. Et surtout dans les écoles privées, ça ne se donne pas. Mais dans les bulletins, vous allez constater qu'il y a quand même des notes sur le Lingala qui disent les lois sur ce genre de cas. C'est comme je disais là, un enfant qui n'a pas
été à l'interrogation pour des raisons de maladie, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des principes. Il y a des principes. Formulation des questions, correction, et d'autres cas comme les cas des maladies. Donc, il y a des principes. Il y a des principes. Et aujourd'hui, actuellement dans notre pays, parce que nous sommes en RDC, nous voyons des gens qui n'ont pas fait l'option pédagogique, mais ils enseignent. Est-ce que de telles personnes sont-ils capables vraiment de bien évaluer leurs actions pédagogiques ou leurs apprenants? D'emblée, non. Parce que ça s'apprend malheureusement dans les cursus jusqu'à présent. Même ici, chez nous en RDC, il n'y a pas de cours dans ce sens-là, dans les cursus des élèves qui suivent l'option pédagogique. Je vois seulement l'université, on parle actuellement de la docimologie. D'ailleurs, j'aimerais un peu lancer aussi un appel. Il faudrait aussi penser aussi à insérer cette matière-là dans les cursus des apprenants qui font l'option pédagogique. Ils doivent apprendre comment évaluer. Mais pour répondre à votre question, quelqu'un qui n'a pas fait l'option pédagogique, normalement, c'est un sous-qualifié. Même pour enseigner, il aura des difficultés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de transmettre la matière, mais il faut aussi connaître l'enfant. Est-ce que ceux-là ont eu des cours en rapport avec l'enfant? Je ne sais pas. Et voir même les enseignants qui enseignent, permettez la tautologie, ceux qui n'ont pas reçu une formation sur l'évaluation, et aussi ne seront pas bien évalués. Donc pour bien évaluer, il faut avoir une formation. Est-ce que l'évaluation aussi dépend, comme vous avez dit, il y a des critères. Ce critère-là vient du gouvernement, des autorités, de l'éducation, de l'enseignement, ou cela dépend d'une école à une autre? Il y a déjà des critères préétablis déjà par les pédagogues. Les pédagogues ont déjà établi des critères, mais seulement il faut que les gens soient informés. Mais malheureusement, par manque d'informations, comme je disais, chaque école essaie un peu d'adapter à sa manière ou essaie un peu de faire à sa manière. Et pour aller un peu plus loin, même certains enseignants essaient un peu de faire de leur manière. Vous avez il n'y a pas d'uniformité. Il n'y a pas d'uniformité. Chacun le fait à sa manière selon ses humeurs. Ça dérange un peu. C'est pourquoi vous allez constater que l'élève X a été dans la classe, par exemple, dans telle classe, avec tel pourcentage, il passe dans une autre classe, c'est un autre pourcentage. On se demande est-ce que c'est l'enfant qui a des problèmes ou bien ce sont des problèmes d'évaluation. Monsieur Clovis, nous parlons de la bonne évaluation. Vous avez dit que la bonne évaluation reflète le vrai niveau de l'élève, soit négativement ou positivement. Exactement. Alors, quels sont les avantages de la bonne évaluation? La bonne évaluation est là, elle stimule d'abord l'enfant, ça crée de l'émulation. Ça honore et c'est vraiment ça réjouit l'enfant parce qu'il se rendra compte que vraiment, ça c'est mon niveau, il est très content, il accepte et ça honore même l'enseignant, même le parent, quand l'enfant mérite, parce qu'il faut mériter. Même au niveau de la maison, les parents doivent être quand même à mesure d'approuver les résultats scolaires. Comment voulez-vous qu'un enfant à la maison qui a des difficultés en lecture, mais en classe, on voit dans son bulletin qu'il a de bonnes notes sur la lecture. Là, ça contredit un peu. Vous parlez de parents qui doivent déjà de la maison connaître le niveau de son enfant. Alors, comment un parent peut s'assurer du résultat de son enfant, étant donné qu'il ne maîtrise pas le détail d'un bulletin? Bon, ça c'est vrai. Bon, les résultats qui sont dans les bulletins, c'est tout un code. Il n'y a que l'enseignant qui a des aptitudes pour un peu décortiquer ça. Mais la chose la plus simple d'abord, lorsqu'un parent reçoit le bulletin de son enfant, il peut commencer ne fût-ce que par de petits calculs pour vérifier la conformité entre les points qui sont mis dans les bulletins avec ce que lui trouve dans sa calculette. Est-ce qu'il y a des conformités? Parce que l'enseignant, c'est un humain, il peut y arriver que pendant les calculs, qu'il se trompe un peu, soit qu'il diminue, soit qu'il ajoute des points sur l'enfant, et c'est aux parents de découvrir ça. Donc, les parents n'est pas là seulement pour aller signer le bulletin, il doit prendre son soin plutôt d'essayer un peu de vérifier ce qui est dans les bulletins, si c'est vraiment exact par rapport à ce qu'il lui trouve.
Comment est-ce qu'il doit refaire le calcul ou comment est-ce qu'il y a une méthode appropriée pour aider le parent à affronter le résultat qu'il a dans le bulletin et le résultat que lui peut en prendre après? D'abord, je disais, il peut d'abord lui-même calculer pour voir un peu si c'est correct. Et deuxièmement, il y a des petites questions à poser sur les résultats. Par exemple, c'est le cas que je venais d'évoquer tout à l'heure là. Les lingala, il voit dans le bulletin, il te fait poser la question à l'enseignant, mais moi je n'ai jamais vu le cahier des lingala à la maison. Mais comment, des fois des lingala, il n'y en a pas. Des fois des lingala, même en passant comme ça chez l'enfant, je ne l'entends pas parler de lingala. Mais si je vois, vous avez mis des points sur lingala, ça vient d'où? Ce sont des petites questions qu'il faut poser. Parce qu'il y a beaucoup de complaisance. Quand les enseignants présentent des résultats chez les parents, il y a beaucoup de complaisance. Là, nous parlons de la subjectivité. Ça peut ou ne pas refléter vraiment le vrai niveau de l'enfant. Est-ce que si le parent remarque que, d'après ses calculs, le grand point vient de détecter que l'enseignant a commis une erreur, son enfant allait avoir 80%, mais par inadvertance, l'enseignant lui a donné 75%. Est-ce que le parent a le droit de revendiquer et l'enseignant a le devoir de remettre l'enfant à ses droits? Oui, c'est une bonne question. C'est la chose la plus simple, même dans n'importe quel domaine. Même quand vous allez dans un magasin pour acheter, je ne sais pas, dans la facture, on a oublié quand même certains chiffres. Vous êtes dans vos droits pour qu'on puisse un peu rectifier. C'est également comme dans l'enseignement. Un enseignant honnête, lorsqu'il constate qu'il a commis des erreurs, je ne sais pas en quoi il va se gêner. Il est dans l'obligation de revoir un peu les notes de l'enfant, le rétablir dans ses droits. C'est un droit, c'est un droit. Parce que les bulletins sont des archives. Ça reste et plus tard on peut s'en servir. Donc on est obligé de mettre les documents vraiment, que ça soit un peu fidèle. Les documents doivent être un peu fidèles. Est-ce que ça ne va pas lui gêner et se dire, bon, et surtout c'est quelque part une honte, un déshonneur quand tu vois un profane de la matière, profane dans le domaine, te corriger des fois, ça blesse, ça diminue. Est-ce que l'enseignant sera souple d'accepter et de remettre cet enfant, son élève, dans ses droits, facilement comme ça? Parce qu'on a déjà écrit ce qu'il doit se justifier. Vous voyez, peut-être on doit voir ça après, donc soit le trimestre qui vient ou à la fin de l'année. Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est question de la moralité, de la conscience. Un enseignant consciencieux, d'ailleurs, c'est ce qui est souhaité. Un bon enseignant doit être consciencieux, doit avoir quand même une bonne probité morale. Et je ne sais pas si on peut trouver un enseignant comme ça qui n'a pas toutes ces aptitudes-là qui sont souhaitées. Un enseignant honnête, lorsqu'il se sent qu'il est en erreur, je ne sais pas en quoi il va se gêner pour se corriger. Même dans des salles de classe, il y a certaines matières que les enfants ont plus d'informations que les enseignants. Et qu'un enfant te dit que non, ça c'est pas ce que vous dites. Un enseignant humble, honnête, ne peut que s'incliner. Donc il est dans l'obligation de revoir ses calculs. Et si peut-être il s'est dit non, vous voyez, il ne veut pas reconnaître cette faute, est-ce que le parent de l'enfant a le droit d'aller voir même le directeur, les autorités de l'école? Oui, il a ces droits-là. Il a ces droits. Il peut aller voir les autorités de l'école et ensemble, ils vont trouver une solution. Même s'il faut changer de bulletin, on peut le faire. Bon, toujours dans la même logique, mais je change un peu. Si par accident, par erreur, soit pendant la transmission, monsieur, l'enseignant avait donné à l'enfant là 70% au lieu d'avoir 75%. Par la suite, après la proclamation, le parent signé, mais il s'est rendu compte, il a dit non, cet enfant avait plus. Est-ce que l'enseignant a le devoir de remettre l'enfant dans ses droits, c'est-à-dire le trimestre qui vient, il a le devoir de lui donner ces 5%, donc ajouter 5%, pas vraiment dans le sens d'un don, mais parce qu'il l'avait mérité. Mais l'enseignant a commis une erreur,
il avait donné moins de pourcentage. Est-ce qu'il doit remettre cet enfant dans ses droits en lui donnant le 5%? Ah oui. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est un droit. Des points se méritent. C'est ce que l'enfant a mérité. Comme ça, vous voyez même dans les examens d'État, on peut le matin dire que l'école a fait néant, mais dans les après-midi, l'école a réussi, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là. Peut-être après vérification, on se rend compte, on s'est trompé, hein? On remet l'enfant, soit on remet l'école dans ses droits. C'est ce que nous voyons régulièrement. Et si dans le cas où un parent engage un répétiteur pour aider son enfant, est-ce que l'enfant est obligé à réussir? Ou l'enseignant les devoirs, comme on l'a engagé comme répétiteur, il doit tout faire pour que l'enfant réussisse? C'est une obligation? Oui, merci beaucoup, madame. Bon, lorsqu'on engage un répétiteur à la maison, d'ailleurs, à l'école, les enseignements sont des enseignements collectifs. Dans une salle de classe, on donne des leçons collectives, c'est pour toute la classe. Chacun, d'après ses capacités, d'après ses aptitudes, essaie un peu de comprendre selon lui. Alors, à ce niveau-là, les apprentissages sont un peu difficiles. Mais lorsqu'on engage un répétiteur à la maison, là, l'enseignement devient un peu individualisé. L'enseignant s'adresse vraiment directement à l'élève. Il doit multiplier des stratégies, des méthodes pour que cet enfant-là arrive quand même à comprendre. C'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il doit vraiment faire tout pour que cet enfant-là réussisse. Mais néanmoins, il faut aussi signaler que l'intelligence d'abord est innée. Il y a certains enfants qui ont un quotient intellectuel un peu bas. Même si vous engagez un répétiteur à la maison, je ne pense pas que le répétiteur va faire le miracle. C'est un problème de conscience. Et les parents aussi, parce que les parents aussi n'ignorent pas le vrai niveau de son enfant. Par son comportement, par ses actes, on peut déjà se faire une idée sur le niveau d'intelligence de l'enfant. Mais malheureusement, avec ce que nous constatons, les parents pensent que lorsqu'on engage un répétiteur à la maison, l'enfant est obligé de réussir. Et cette situation essaie un peu de mettre les enseignants un peu confus, de pousser un peu à d'autres pratiques comme, entre guillemets, un peu à la corruption, si vous le permettez. Et ils essaient quand même un peu de s'arranger pour attribuer des points à l'enfant, juste pour satisfaire un peu le parent, pour calmer un peu le parent, connaissant les coûts. Peut-être elle paye, les frais scolaires sont vraiment à l'extrême. Bon. Pour aussi éviter de se ridiculiser soi-même en tant qu'enseignant. Mais comment toi-même tu as encadré, mais les choses ne se sont pas améliorées. Et surtout que tu es encore son titulaire de classe. Donc. Si tu es titulaire de la même classe, donc tu vas vraiment t'arranger pour essayer un peu de tout faire, de satisfaire un peu. C'est pour ça qu'il est conseillé parfois de prendre un répétiteur qui n'est pas nécessairement le titulaire de l'enfant, vraiment pour des raisons un peu d'honnêteté. Mais on peut prendre toujours dans la même école un autre enseignant ou il faut prendre ailleurs, un enseignant d'une école, d'une autre école. Dans la même école comme ailleurs, bon, ça dépend, bon, ça dépend. C'est question d'un peu de se rassurer un peu du niveau de maturité, du niveau un peu de connaissance de cet enseignant-là. Parce que bon, c'est pas tout enseignant qui est doué dans ce sens-là. Ce sont des aptitudes et c'est aussi une formation. Parce qu'actuellement, vous savez bien que, comme on avait dit au départ là, que dans des écoles actuellement, par manque d'emploi, on constate même des non-pédagogues dans des salles de classe qui enseignent tout ça. Les cousins d'eux. Il est le cousin d'eux parce qu'il a des affinités avec les promoteurs, parce qu'il a fait telles études, il est licencié, il parle bien français. Ça ne suffit pas. Il faut avoir la formation sur la pédagogie. Donc, ce genre d'enseignant, vous allez le prendre pour venir remonter l'enfant. Il n'a pas des astuces, il n'a pas de techniques. Il va s'embrouiller, Ok, Monsieur Clovis, une dernière question parce que nous sommes déjà à la fin. Pourquoi avez-vous choisi de réfléchir
sur cette question? Bon, c'est pas moi la première personne qui commence à réfléchir sur les résultats scolaires. En amont, déjà, il y a eu des chercheurs qui sont partis de certains constats que nous tous aussi nous voyons dans la société actuelle. Depuis, entre guillemets, parler même des examens d'État, vous allez voir, parfois les enfants très intelligents échouent aux examens d'État, contrairement aux élèves qui sont moins doués. Donc, ce sont ce genre de questions qu'on se pose. Comment se passe l'évaluation à tous les niveaux, même au niveau de l'inspection? Est-ce que l'évaluation est vraiment sérieuse? C'est comme ça, j'ai voulu un peu mener des enquêtes pour chercher un peu les causes, pour pousser aussi d'autres chercheurs de commencer à réfléchir aussi sur les résultats. Il y a des réflexions sur l'évaluation, mais de façon un peu globale, mais pas sur les résultats scolaires dans le bulletin. Comme ça, c'est une façon un peu de sensibiliser. Est-ce que ça demande trop, parce que vous insistez sur ça, sur le résultat? Peut-être les experts se disent, nous savons, mais ça va trop nous demander par rapport au temps. Peut-être. Est-ce que c'est par rapport à ça que l'évaluation, la bonne évaluation est négligée? Bon, je ne sais pas, peut-être faute de temps, bon, mais ils doivent quand même se trouver du temps parce que c'est ça leur mission. C'est leur mission, former, évaluer. Former, évaluer, ils doivent quand même se trouver du temps. Et je crois que vous-même, vous constatez que ça dérange certains parents lorsqu'il a son enfant qui a étudié dans l'école X. On dit peut-être à fait 80%, il va dans l'école Y, on dit là-bas que non, votre enfant n'a pas de niveau. On peut se demander sur l'évaluation, sur les résultats. Est-ce que cela peut être dû au niveau de la qualité de l'enseignement des écoles, des différentes écoles? Oui, ça dépend de la qualité de l'enseignement dans les différentes écoles. Quand on parle de la qualité, là, j'ai fait un peu référence au programme national. L'État a prévu un programme national qui doit être exploité pendant l'année. Et malheureusement, il y a des écoles qui terminent les programmes, d'autres ne le terminent pas. Et vous allez constater que même au niveau des élèves, il y a des élèves qui sont parfois du même niveau, mais vous sentez au niveau de la matière qu'ils n'ont pas la même matière. Vous vous demandez, mais pourquoi tel élève étudié dans l'école X se comporte bien à toutes les matières au détriment de notre élève qui est à l'école Y, du même niveau, bien de la même classe, mais qui ne réagit pas de la même manière. Et c'est là, c'est dû à ça. Dû à ça, donc le respect du programme. Qu'est-ce qui fait que d'autres écoles terminent le programme, d'autres ne terminent pas? Malheureusement, il y a pas mal de choses à signaler. Il y a des grèves. Vous constatez de temps en temps, il y a des grèves. Il y a des grèves. C'est là, essaie un peu de retarder un peu le rythme un peu des matières. Mais par contre, il y a d'autres écoles qui tiennent à la lettre, qui suivent à la lettre, surtout les écoles privées. Vraiment qui suivent à la lettre le programme, qui essaient un peu de le terminer. Mais souvent, dans les écoles officielles, là-bas, il y a beaucoup de temps mort. Il y a beaucoup de temps mort. Mais au moins, cette année, je félicite quand même. Pour cette année en cours, on est en train de tenir compte un peu de tous ces éléments-là. Et on a essayé un peu de donner encore d'autres jours après pour rattraper un peu tous ces retards-là. Parce que les enfants avaient commencé un peu en retard. Parce qu'il y avait des grèves, tout ça. Mais après, on en a tenu compte. Monsieur Clovis, merci. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin et votre mot de la fin pour aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est le début, c'est le premier numéro, mais si Christ ne revenait pas, on fera encore d'autres numéros. Le micro, vous regardez la caméra et vous dites ce que vous allez à dire. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer un peu devant votre caméra. Et si j'ai choisi un peu de partager avec vous cette réflexion, c'est, comme je disais, une façon de sensibiliser et le parent et tout acteur éducatif, vraiment de savoir qu'en tout cas, les résultats scolaires, ce n'est pas un point à négliger, parce que ça ralentit aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays.
Donc, c'est parmi les éléments qu'il faut aussi promouvoir pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et aussi inviter les organisateurs d'insérer cette matière-là, évaluation, dans les cursus des élèves et des étudiants pédagogues, et aussi de former les enseignants qui sont déjà dans la carrière sur cette matière pour qu'ils arrivent quand même à bien évaluer. Parce que ce qu'ils présentent, généralement, ce sont comme on appelle des notes attribuées, parfois qui ne reflètent pas la réalité. Et ce sont des cas que d'autres pays ont expérimentés, et comme en Allemagne, on a dû même changer le système éducatif suite à ce genre de cas, avec le cas d'Albert Einstein, qui a connu un cursus de l'école primaire qui était chaotique, qui était vraiment pratiquement trop faible à l'école primaire, mais il est devenu ce qu'il est devenu. Et cela donne un peu de la matière à réfléchir et aux organisateurs de revoir un peu le système, surtout sur l'évaluation. Donc, comme je disais, je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé un peu dans la rédaction, dans les conseils, qui ont essayé un peu, que j'ai côtoyé pour avoir un peu certains points de vue. Là, je vois le professeur Solo Ramazani de l'UPEN, le professeur Alfred Kamango Ramazani, je vois le professeur Mangi, ce sont les gens qui nous ont formés sur cette matière, le professeur Yaoudi, et ce sont tous ces gens-là que je voudrais un peu remercier pour la formation que j'ai reçue auprès d'eux. Merci beaucoup, madame. Bon, et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon épouse, madame Elfie Koumabe, les enfants Julia Mupeke, Précieuse Mupeke et Saint James Mupeke, pour leur accompagnement, pour leur soutien. Je remercie madame la journaliste. Merci. Et monsieur le caméraman qui se sont dévoués pour ce temps d'échange. Je crois que j'ai mon numéro de contact. Ça, ce n'est qu'une première réflexion. Nous sommes toujours en train de réfléchir plutôt, et nous investir sur le domaine de l'évaluation. Nous allons peut-être à une autre émission chercher encore à parler d'autres points comme la composition, la questionologie, comment composer, comment préparer des questions. Donc on va essayer un peu de réfléchir sur d'autres thématiques concernant l'évaluation. Mon numéro de contact, plus 243 82 120 88 49. Je disais plus 243 82 120 88 49. Je vous remercie. Merci encore, merci Monsieur Clovis. Nous voici déjà à la fin de ce numéro. Comme vous le savez, nous disons merci encore à ces grands dieux qui nous a fait grâce de commencer et d'en finir. Nous disons merci au couple Didier Judith Maudit, merci à Papa Gilbert, merci à toute ma famille, merci à mon père spirituel, le prophète Geoffroy Mosengo, Willy Mampinga, Bendele Koyate. Il était derrière la caméra, Willy Mukoko. Et aimez, likez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, partagez. Nous avons besoin de vos commentaires, vos suggestions. Nous en avons vraiment besoin. Si Christ ne revenait pas, vous et nous allons nous revoir très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati chaîne la Bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne
et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.